Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai ressorti le tableau blanc parce qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin de dessiner des choses. Avant de commencer, laissez-moi vous encourager à activer les notifications sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui ne reçoivent pas les notifications quand je sors des vidéos. Et ça, c'est dommage. Donc, faites en sorte de les activer. Comme ça, vous ne raterez absolument rien. Deuxième chose, si vous décidez de réagir à cette vidéo, ce que je vous encourage à faire dans les commentaires, essayez de bien regarder la vidéo en entier. Comme ça vous permettra d'avoir toutes les infos nécessaires et d'éviter de réagir sous le coup de l'émotion. Aujourd'hui, le sujet, il est très simple. Est-ce qu'il est possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps? Je ne vais pas faire durer le suspense. La réponse est oui. Et aujourd'hui, je vais surtout vous expliquer comment c'est possible et pourquoi. Prise de muscle et perte de gras simultanée, un sujet vaste qu'on entend de temps en temps et que moi-même je mentionne assez souvent. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle va peut-être vous surprendre, mais elle vous permettra de comprendre le pourquoi du comment. Vous n'êtes pas obligé d'être en surplus calorique pour prendre du muscle. Vous pouvez prendre du muscle en déficit calorique. Et étant donné que vous êtes en déficit calorique, vous pouvez aussi très probablement perdre du gras en même temps que vous prendrez du muscle. Attention, laissez-moi finir parce que évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça et ça demande de se pencher un petit peu plus près sur le sujet. Donc la question que vous allez me poser, si on n'a pas besoin d'être en surplus calorique pour prendre du muscle, qu'est-ce qui va déterminer notre prise de muscle? Ça, c'est une excellente question. Et c'est pour ça qu'on va parler de deux choses. On va parler de la balance azotée ou la balance protéique et on va parler du stress que vous allez pouvoir appliquer à votre organisme dans l'espoir qu'il s'adapte et qu'il fasse grossir ses muscles. Et voilà, comme par magie, le schéma apparaît. Vous reconnaissez la patte de l'artiste, c'est moi qui ai tout fait. Bon, c'est un peu petit, mais vous inquiétez pas. Je vais tout décrire à l'oral pour que vous puissiez bien comprendre. La balance azotée, qu'est-ce que c'est? La balance azotée, c'est le rapport entre les périodes d'anabolisme et les périodes de catabolisme. Petite description rapide en bas. Anabolisme égale synthèse cellulaire. Catabolisme égale dégradation cellulaire. Anabolisme et catabolisme, on ne parle pas forcément de muscles, hein, ça peut s'appliquer à d'autres types de cellules. Enfin bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour prendre du muscle, il faut que votre balance azotée soit positive. Pour qu'elle soit positive, il faut que les périodes d'anabolisme soient plus nombreuses et plus longues que les périodes de catabolisme. Si jamais vos périodes d'anabolisme sont moins nombreuses et moins longues que vos périodes de catabolisme, vous serez dans une balance azotée négative. Balance azotée positive, environnement parfait pour la prise de muscle. Balance azotée négative, environnement parfait pour la dégradation musculaire. En gros, mauvaise nouvelle. Les deux schémas que vous avez ici, c'est une représentation graphique d'une balance azotée négative et d'une balance azotée positive. Dans une journée, on va prendre un repère d'une journée, même si ça ne se passe pas forcément comme ça, hein, ça peut être un petit peu plus long. Dans une journée, vous allez faire un certain nombre de repas. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai pris 4 repas différents. Un repas à 8 heures, un repas à midi, un repas à 16 heures, un repas à 20 heures. Lorsque vous ne mangez pas, vous êtes en catabolisme, ça c'est sûr et certain. Lorsque vous allez consommer un repas et que ce repas comprend une certaine quantité de protéines, vous allez basculer en anabolisme musculaire. Le souci, c'est que cet anabolisme va dépendre de la quantité de protéines que vous allez consommer. Si vous ne consommez pas assez de protéines pendant votre repas, qu'est-ce qui va se passer? La période d'anabolisme ne sera pas assez longue et ne sera pas assez intense, entre guillemets. Attention, j'utilise intense vulgairement. La période d'anabolisme ne sera pas assez intense et longue pour justement faire en sorte de contrecarrer, entre guillemets, les périodes de catabolisme. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, si vos 4 repas ne comportent pas assez de protéines, et malheureusement, les périodes de catabolisme, en rouge, seront plus longues et plus nombreuses que les périodes d'anabolisme. Qu'est-ce qui va se passer? Balance azotée négative, potentielle destruction musculaire. Très mauvaise nouvelle. Deuxième exemple, vous avez une balance azotée positive. On a toujours le même nombre de repas, 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures. Sauf que dans ce cas de figure-là, vous avez consommé assez de protéines à chacun de vos repas. Étant donné que vous consommez assez de protéines, les périodes d'anabolisme vont être plus intenses, encore une fois, excusez-moi pour l'utilisation de ce mot, mais vous comprenez, plus intenses et plus longues. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? Les périodes d'anabolisme, en vert, vont être supérieures aux périodes de catabolisme, balance azotée positive, environnement favorable à la prise de muscle. Et ça, c'est indépendamment de votre total calorique. Que vous soyez en surplus ou en déficit, vous pouvez très bien être en anabolisme, en balance azotée positive, en déficit musculaire, en déficit calorique, à condition que vous ayez assez de protéines à l'intérieur de chaque repas.
Quelle est la quantité optimale de protéines? Ça, c'est un autre sujet, peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais justement, ça dépendra de votre expérience, de la sévérité de votre déficit calorique, etc., etc. Mais en bref, vous pouvez très bien avoir une balance azotée positive pendant une période de déficit calorique. Et vu que vous pouvez avoir une balance azotée positive en période de déficit calorique, vous pouvez prendre du muscle pendant une période de déficit à condition que la deuxième condition soit respectée, c'est-à-dire que vous ayez un entraînement assez intensif pour provoquer un stress qui lui-même provoquera une adaptation et donc une croissance des tissus musculaires. Est-ce que c'est trop compliqué ou pas? Absolument pas, je suis sûr que vous avez tout compris. Donc point de vue nutrition, vous l'aurez compris, pour s'assurer de prendre du muscle, il faut s'assurer d'avoir une balance azotée positive en consommant assez de protéines à chaque repas et dans la journée. Attention, vous l'aurez forcément compris encore une fois, pas la peine de manger 100 grammes de protéines 4 fois par jour, ce serait contre-productif. Il y a une certaine limite à ne pas dépasser et ce n'est pas parce que vous mangez 100 grammes de protéines après votre entraînement que cette courbe-là va monter plus haut et que vous serez susceptible d'avoir un anabolisme plus puissant entre guillemets. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le tout, c'est d'essayer de trouver la quantité qui vous convient. Et cette quantité, personne ne saura vous dire exactement au gramme près qu'est-ce que c'est, parce que ça dépend encore une fois de la sévérité de votre déficit calorique, ça dépend de votre programme d'entraînement, de votre expérience, etc., etc. Et point de vue entraînement alors, comment s'assurer d'avoir un environnement propice à la croissance musculaire? J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a plusieurs mois, voire même il y a plus d'1 an. On va quand même en reparler très rapidement. Mais pour résumer, une balance azotée positive via la nutrition, plus un stress suffisant via l'entraînement égale une prise de muscle, que vous soyez en surplus ou en déficit calorique. Qu'est-ce que j'entends par stress suffisant? En fait, c'est très simple. Votre organisme va toujours chercher à s'adapter, il va toujours chercher à survivre. Et lorsqu'il est soumis à un stress, ici je parle de stress au sens large du terme, et l'entraînement en musculation est perçu comme un stress, lorsque vous soumettez votre organisme à un stress, votre organisme va chercher à s'adapter en musculation en faisant grossir les fibres musculaires pour que la prochaine fois que vous soumettez votre organisme à ce même stress, il soit plus à même de survivre justement à ce stress. C'est aussi simple que ça. Le souci, c'est que stress suffisant, si jamais vous soumettez votre organisme au même stress toujours mois après mois, année après année, forcément, il va plus s'adapter parce qu'il n'en aura plus besoin. Donc, il faut forcément que le stress soumis à votre organisme soit de plus en plus intense. C'est pour ça qu'en musculation, on parle de surcharge progressive, etc. C'est uniquement dans le but de provoquer un stress de plus en plus intense pour qu'il y ait toujours une adaptation de votre organisme et pour qu'on s'assure d'avoir des fibres musculaires qui grossissent encore et encore au fil des années. Est-ce que c'est assez clair? Je suis sûr que oui. Le souci, parce qu'il y a un souci, sinon ce ne serait pas drôle, mais c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui arrivent à prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Ou en tout cas, pourquoi c'est plus facile pour des débutants que des pratiquants un peu expérimentés? La réponse, elle est toute simple. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, pour prendre du muscle, il faut une balance azotée positive et un stress suffisant. Balance azotée positive, c'est la chose la plus facile à obtenir. Si vous augmentez votre quantité de protéines, vous serez sûr d'avoir une balance azotée positive. Le souci, c'est que lorsque vous êtes en déficit calorique, vous serez obligé forcément de baisser vos calories. Et si vous baissez vos calories, vous baissez aussi la quantité de protéines, de glucides et de lipides. Donc si vous voulez avoir une balance azotée positive, vous allez devoir augmenter votre quantité de protéines, mais du coup, compenser avec une réduction des glucides et des lipides. Ce qui en soi, nutritionnellement parlant, n'est pas forcément un problème, mais ça peut avoir des répercussions sur votre entraînement. On sait que pour soumettre votre organisme à un stress suffisant, il faut avoir des séances intensives et il faut être capable d'augmenter ses performances de semaine en semaine ou de séance en séance. Le souci, c'est que quand vous êtes en déficit calorique et quand la quantité de glucides n'est pas forcément très très haute, ça devient une autre histoire d'avoir des séances difficiles. Et c'est exactement pour cette raison que prendre du muscle et perdre du gras, c'est possible en déficit calorique, mais c'est loin d'être optimal, ou en tout cas, sur le terrain, c'est loin d'être aussi facile que sur le papier, comme je viens de vous l'expliquer. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est plus facile pour un pratiquant débutant de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps que ça l'est pour un pratiquant plus expérimenté? La réponse, elle est toute simple et ça a à voir avec le stress via l'entraînement. Lorsque vous commencez la musculation, que vous n'avez jamais fait de musculation, votre organisme n'aura aucun mal, entre guillemets, à être stressé par vos séances parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais pratiqué. Il n'a pas eu la chance de s'adapter à ce stress. Et du coup, il suffit que vous vous entraîniez de façon assez intensive, avec une bonne technique, avec un entraînement plus ou moins cohérent. Stress suffisant, qu'est-ce qui se passe? Prise de muscle, à condition que la balance azotée soit positive. Mais vous prenez quelqu'un avec un peu plus d'expérience, moi par exemple, 10 ans de musculation, ou même quelqu'un d'un peu moins expérimenté. Prendre du muscle déjà, même si toutes les conditions
sont parfaites, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que même si je m'entraîne parfaitement, si je mange parfaitement, que je suis en léger surplus calorique pendant toute une année, si je prends 1 kg de muscle, c'est déjà exceptionnel. Donc imaginez déjà ce qu'il faut pour prendre un petit peu de muscle. Alors, il suffit que vous me basculiez en déficit calorique. Je pourrais probablement avoir une balance azotée positive, mais appliquer un stress suffisant avec la fatigue du déficit calorique et en plus avec les années d'expérience, c'est soit très difficile, soit clairement impossible. Je pense même que c'est complètement impossible. C'est pour ça que si vous êtes expérimenté, je ne saurais pas vous dire combien d'années d'expérience en musculation, mais si vous êtes expérimenté, il ne faut absolument pas compter sur une prise de muscle et une perte de gras simultanée, quel que soit le déficit calorique, quelle que soit l'intensité de vos séances. Je sais, c'est une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, je préfère vous prévenir pour que vous n'essayez pas justement d'atteindre cet objectif-là alors que c'est quelque chose de pas optimal. Donc pour résumer les amis, prendre du muscle et perdre du gras simultanément, oui c'est possible car vous pouvez prendre du muscle en déficit calorique. Pour ça, il faut juste s'assurer d'avoir une balance azotée positive via la nutrition et soumettre l'organisme à un stress suffisant via l'entraînement. Et qu'est-ce qu'on a? On a une prise de muscle. C'est évidemment plus facile chez les pratiquants débutants, c'est difficile voire même impossible chez les pratiquants un peu plus expérimentés. Donc si vous êtes débutant et que vous avez l'impression d'avoir pris du muscle et perdu du gras en même temps, c'est absolument pas impossible. Ça veut dire que vous avez une bonne diète, vous avez un bon entraînement et que vous êtes sur la bonne voie. Et en fait, cette vidéo, elle était surtout destinée à vous rappeler un petit peu les mécanismes de la prise musculaire grâce justement à cette balance azotée et ce stress via l'entraînement. J'espère que c'était assez clair. C'est toujours difficile de traiter ce genre de sujet, hein. Peut-être que des fois, j'ai l'impression de m'emmêler les pinceaux. Donc, dites-moi si jamais vous avez compris tout ce que je racontais aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, on peut continuer à en discuter dans les commentaires de façon civilisée, les amis. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.